Mais qui est le chevalier blanc? Salut! Ce cahier a pris un peu plus de temps que prévu parce que je pensais naïvement que redéfinir la porte de fer serait une formalité par rapport aux gardes précédentes. Cependant, après m'être mis le nez dans le texte, j'ai compris que ça ne serait pas aussi facile. Et ce que j'y ai découvert m'a forcé à reconsidérer l'opinion que nous en avions eue lors du premier round d'études à l'Ardam il y a 2-3 ans. Tout d'abord, un petit historique de la guerre de la porte de fer. Ce nom de garde est assurément le plus répandu dans les traités médiévaux et Renaissance. On retrouve la porta di ferro avec systématiquement plusieurs variantes, en Italie chez Fiore, chez Vadi, chez les Bolonais, et les Italiens du XVIe siècle en général, mais aussi comme Forte chez les Allemands, comme le MMS 3227A, Talhofer et Joachim Meyer. Maintenant, que nous dit le Ricardiano? En bleu foncé, on part de la porte de fer face à une autre porte de fer et on fait un montant. Ce qui, si la porte de fer dans le Ricardiano est bien une garde basse, est assez logique. Cependant, on a vu pour la garde du Faucon que cette logique avait ses limites. On pourrait très bien donner ce montant d'une garde haute. Pour en avoir le cœur net, il faudra regarder d'autres pièces. Dans les feintes, on fait des montants ou des feintes de montants, notamment une feinte en passant dessous son épée en rouge et on attaque aux jambes en rose. Tout ceci, sans être des arguments décisifs, font qu'on va plutôt considérer que la porte de fer du Ricardiano, comme les autres portes de fer chez les autres auteurs, est une garde basse. On lui rabat son arme en bleu foncé, donc elle gêne et aide dans notre direction. Aussi, à la fin de la technique en bleu, que l'on doit se faire cette technique que si l'adversaire tient son épée longue, c'est-à-dire les bras allongés, ce qui implique qu'elle peut quelquefois aussi être courte, donc les bras courts. Posons-nous maintenant la question de sa latéralité. La première action est un montant de revers, donc a priori plutôt ici notre gauche. Cette idée est confirmée par le fait que si on transforme cette action en feinte comme dans la partie en rouge, on se retrouve dans son intérieur, et donc on serait passé de gauche à droite. Pour en être sûr, j'ai regardé dans les autres pièces du manuel et établi quelques statistiques. On se rend compte que les actions à faire à partir de la porte de fer suivent essentiellement cette même logique, donc l'épée se tient plutôt à gauche, quoique probablement légèrement centrée. Reste maintenant la question des pieds. Là encore, les chiffres parlent et on voit que la jambe droite semble toujours devant, même s'il y a deux cas qui prêtent à confusion et la gauche pourrait être en avant. Il me semble toutefois plus probable que la jambe droite soit devant systématiquement. À la largeur des pieds, cela semble équilibré entre large et étroit, le faible nombre de cas ne permettant pas d'en tirer des conclusions péremptoires, donc les deux, large et étroit. Maintenant, nous avons assez d'éléments pour établir le portrait type de la garde de la porte de fer dans le Ricardiano. En bas, quoiqu'elle puisse être tenue plus ou moins haute, à gauche, quoique plutôt centrée face au corps, la jambe droite devant, et les jambes soit larges soit étroites. Bon, ouais, à plus.